Le SEO, ce n'est que le fruit d'une expérience. Et si on n'échoue pas en SEO, on n'est pas un SEO. C'est pas vrai, c'est pas possible. On est là pour tester. Soit ça marche, soit ça rate. C'est pas grave. Quand je lis certains trucs, notamment sur LinkedIn, je suis effaré, quoi. Parce que autant le SEO, c'est pas une science exacte, ça tout le monde le sait. Et je dis non, mais c'est pas possible, quoi. Cette personne-là n'a jamais fait de SEO, quoi. Et par contre, la personne se présente comme un expert SEO. Quel est le 20-80 que tu as le plus fait autour de toute ta carrière? Alors le numéro 1, c'est... Yes, salut et bienvenue à toi sur BizCare, le podcast business qui prend d'abord soin de toi avant de prendre soin de ton business. Toutes les semaines, j'invite des entrepreneurs ultra inspirants dans leur parcours qui vont nous parler d'investissement, de mindset, de business, de chiffre d'affaires, de développement personnel, de développement spirituel ou encore professionnel dans un seul et même but, te donner les 20% de pépites qui vont te permettre de mettre en place 80% pour te permettre d'être un meilleur humain. Sans plus tarder, je te dis rendez-vous à ton épisode et je te dis à plus tard. Allez, salut! Hello! Salut, salam, shalom à tous. Bienvenue sur BizCare, le podcast SEO et entrepreneuriat. Aujourd'hui, franchement, ça me fait un petit truc. Franchement, aujourd'hui, je suis hyper heureux, mais aussi hyper comblé d'accueillir de mon podcast la personne qui m'a donné goût SEO. D'accueillir dans mon podcast la personne qui, chez qui j'ai dévoré ses bouquins, dévoré son blog, j'ai tout dévoré jusqu'à ce que je le rencontre ici au camp de 2024. Je lui ai dit, Olivier, est-ce que tu peux venir sur BCR Podcast? Il m'a dit avec grand plaisir. Aujourd'hui, franchement, je suis grave content, je suis super content, super excité d'accueillir avec moi Olivier Andrieux. Et avec lui, on va faire toute une review du SEO depuis les tout débuts jusqu'à maintenant. Et on va aussi parler de sa nouvelle vie de dessinateur BD. Salut Olivier. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Alors ouais, effectivement, je t'ai pas prévenu en off. Dans mon podcast, au début, quand je lance les gens, je dis plein de trucs. Et en fait, généralement, ils sourient ou ils sont un peu gênés. C'est normal. T'inquiète pas, c'est normal. Ça fait partie du branding global. Écoute, Olivier, encore une fois, merci beaucoup d'être sur BizCare Podcast. D'habitude, ce que je dis à mes invités, c'est de se présenter. Mais je pense que tout le monde te connaît. Enfin, celui qui fait un petit peu de SEO te connaît forcément. Donc du coup, cette fois-ci, c'est moi qui vais te présenter. Et si jamais j'oublie quelque chose, tu me dis. Est-ce que ça va? Ah bah très bien, vas-y. Alors, ce que j'ai noté, Olivier Andrieux, c'est la Bible du SEO écrite, à savoir qu'est-ce que le référencement naturel, première édition qui a été écrite, si je dis pas de bêtises, en 2005. C'est bien ça? Pouf, alors là, les dates, sincèrement, je sais plus. Mon premier bouquin sur Internet, c'était en 1994. Oh Seigneur, je pense que déjà tu as perdu la moitié des personnes qui nous écoutent. Non, mais attends, c'était un livre sur comment se connecter à Internet. Wow. C'était Internet guide de connexion. Et c'était livré avec une disquette où on avait 1 heure de connexion gratuite à Internet. Ouais, c'était en 94, c'était quoi, il y a 30 ans, non? Ouais, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a 30 ans, Quoi. ça a un peu évolué depuis, mais voilà. C'était un livre entier sur comment se connecter à Internet. Ça paraît complètement incroyable aujourd'hui. Alors déjà, tu avais déjà cette petite passion de l'écriture à l'époque. Donc là, en fait, on parle de 94. Enfin, il n'y avait pas les facilités d'écrire un livre comme maintenant. Mais déjà, en fait, à l'époque, tu avais déjà écrit. Et puis après, t'as enchaîné. Ouais, en fait, à l'époque, je travaillais à l'ADIT, l'Agence pour la diffusion de l'information technologique à Strasbourg, et je faisais de la veille technologique dans le domaine des télécommunications. Donc, en fait, j'essayais de choper les nouvelles technologies qui sortaient, émergentes, et puis on en faisait des rapports, etc., pour un certain nombre de structures. Et en fait, comme je m'occupais des télécoms, qu'est-ce qui sortait en 93? J'ai commencé en 93. En 93, c'était HTML, ADSL, le web. Le web. Internet était plus ancien, mais le web venait juste de sortir, et en fait, moi, je sortais de 10 ans de Minitel, donc j'avais bossé pendant 10 ans sur le Minitel. Hein. Là, on a encore perdu la moitié des gens. Mais je sortais de ça, et puis je me souviens, j'ai eu une démo d'Internet sur le navigateur Mosaic 1.0, qui était le premier navigateur
type Chrome et autres à l'époque. Wow. Et je vois ce truc-là, je dis, mais c'est monstrueux ce truc, c'est incroyable. Donc déjà à Et l'époque, t'as vu le potentiel, quoi. T'as vu le potentiel de tout ce qu'on pouvait faire avec. ouais, mais vraiment, ouais, moi j'étais sur le cul, quoi. Vraiment, quand on m'a montré ça, ça venait tout juste de sortir, hein. Le web, ça avait quelques mois, quoi. Et je me suis dit, bah oui, non, mais là, il faut que je fasse quelque chose, quoi. Et en fait, dans le cadre de mon boulot, j'écrivais beaucoup d'articles. Je faisais beaucoup d'articles, bah, justement, sur la DSL, toutes les télécoms, hein, la vidéo on demand, etc. Et je me suis dit, bah tiens, ce serait quand même bien. J'ai cherché un bouquin. Il y en avait un, c'était Internet pour les nuls, qui était une traduction d'un bouquin américain. C'était totalement incompréhensible. C'était comment configurer Unix pour aller sur Internet. Mais c'était hyper technique et c'était vraiment très très complexe. Et moi, je voulais pas ça. Je voulais au contraire faire quelque chose de très le plus simple possible pour que les gens comprennent le plus facilement possible ce qu'était Internet et comment s'y connecter. Et du coup, j'ai contacté plusieurs éditeurs en fait. Ouais. Et il s'est trouvé que tout le monde cherchait un auteur un auteur français pour parler d'Internet, ce qui m'a permis de faire monter les enchères sur les droits d'auteur Ah, d'ailleurs. bien joué. Ah, bien joué. Et du coup, c'est Erol qui a remporté la mise, si j'ose dire. Et donc en 94, j'ai signé pour mon premier bouquin, donc qui était Internet Donc, Guide de collection. du coup, même à l'époque, c'était Errol qui t'avait édité. Et donc, du coup, forcément, qui t'a refait confiance d'année en année Oui, pour... oui. Après, j'ai écrit pour pas mal d'éditeurs, mais même des bouquins sur Internet, mais mon éditeur historique, ça a toujours été Erol, clairement. Mais franchement, tu parles de 94, mais il me semble que Internet était démocratisé un an avant par Tim Berners-Lee en 93. Si je dis C'est pas le de bêtises. web, ça, hein. Le web et Ouais. l'HTML. Internet, ça vient d'ARPANET, Ouais. c'était un réseau militaire après-guerre. Voilà, la notion et le concept d'Internet existent depuis très longtemps. Mais le web et l'HTML, donc le langage HTML, donc le web, oui, c'était 93. Alors quelques années avant parce qu'ils ont un peu travaillé dessus, mais grosso modo, c'est 93 avec Tim Berners-Lee, oui. Waouh, waouh, waouh. Donc, du coup, 93, premier livre. Ensuite, à partir, bah, du coup, enfin, mes sources sont sûrement fausses. Je m'étais noté 2005, première édition du livre Réussir son référencement web, stratégie technique SEO. C'est Euh, possible, il y en a eu beaucoup avant, donc ouais, entre-temps, donc c'est possible que 2005 c'était la première version de réussir son référencement web. J'ai plus en tête, honnêtement, j'ai plus en tête les dates. bah, du coup, ceux qui nous écoutent, si vous avez la bonne date, on est preneur, hein. Donc, auteur de Réussir son référencement web, la Bible référence du SEO. Je pense que tout SEO a appris avec toi. Moi, j'avais acheté celui de 2013, je me rappelle. Et quand j'ai commencé à bosser pour mon tout premier site web, je l'ai optimisé en suivant tes conseils, donc en 2013 déjà. Ensuite, bah, tous les ans, bah, t'as une nouvelle version du livre qui sort. Après, tu as également écrit d'autres livres, notamment le SEO en 500 questions. Donc pareil, qui ressort tous les ans aussi. Et bah, aujourd'hui, tu es un peu le visage du référencement francophone. Aujourd'hui, après 30 ans, qu'est-ce que aujourd'hui après 30 ans, mais qu'est-ce que tu en tires de tout ça? Qu'est-ce que j'en tire de tout ça? Est-ce que Ouais. je dois faire un bilan? T'inquiète pas, c'est pas encore la fin de ta vie, hein. T'as encore plein de Quoi, trucs à faire. personnellement ou sur le SEO en général Non, en fait, bah, justement, le fait d'avoir démocratisé tout ça, le fait, tu vois, bah, tous les jours, tous les ans, de sortir un nouveau livre, de démocratiser avec abondance à l'époque que tu as revendu entre temps. Bon, ça, on va revenir dessus un petit peu plus tard. Mais voilà, après 30 ans, avec tout ce travail de démocratisation que tu as fait, qu'est-ce que t'en tires? Alors en fait, j'ai un ego totalement sous-dimensionné. Donc Ah, c'est vrai. ce que j'en tire personnellement, bon, rien de spécifique. Par contre, ce qui me fait vraiment plaisir, et je l'ai encore vu au SEO Campus il y a quelques semaines, hein, à peine, hein, en avril, fin avril. Ouais. Ce qui me fait foncièrement plaisir, c'est quand les gens viennent me voir et me disent, bah voilà, j'ai appris mon boulot dans tes bouquins et si je fais ce boulot de SEO, c'est un peu grâce à toi. Bah, quand on me dit ça, je me dis, ah bah tiens,
j'ai pas bossé pour rien, quoi. Voilà, c'est une certaine forme de reconnaissance qui fait plaisir, quoi. Alors, bien sûr, j'ai eu ma petite, je sais pas si elle est là. Ah oui, elle est là, hein, elle est derrière, là. J'ai ma petite récompense aussi au campus, là, avec le petit, le petit César, hein. Ouais, le prix du jury, ouais. Mais bon, qui m'a fait très plaisir, hein, clairement, bien sûr, hein, puisque c'était décerné par FEPSEM SEO Camp. Mais ce qui me fait encore plus plaisir, c'est quand les gens me disent que je les ai aidés dans leur démarche, ou parfois ce que mon travail a provoqué un déclic dans leur réflexion, et qu'ils ont fait, ils ont trouvé une voie, en tout cas, de travail grâce à mon travail. Donc ça me paye. Ça, je suis récompensé quand j'entends ça, je lis ça, etc., etc. On me l'a souvent dit, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui fait très très plaisir. Voilà, je suis content quand on me dit ça, surtout parce que c'est pour ça que je l'ai fait. C'était vraiment le but. Et pendant 30 ans, et j'y pensais encore dernièrement, c'était vraiment ça, quoi. Dès que j'apprenais quelque chose, quand on fait du SEO, on fait beaucoup de tests, hein, on fait beaucoup on réfléchit, on analyse, etc. Et en fait, dès que j'apprenais quelque chose, mon premier réflexe, c'était comment est-ce que je peux le diffuser? Comment est-ce que je peux en parler à la communauté? Donc c'était quasi systématique. Et si possible, gratuitement ou avec un coût minime, parce que j'ai jamais voulu faire des prestations très cher, ou en tout cas pour tout ce qui est de la diffusion d'informations de façon générale. Alors, autant pour les prestations pour des clients, j'étais assez cher, et je l'assumais. Légitime. Et autant pour tout ce qui est diffusion, formation, pour tout le monde, en fait, livres, enfin, etc., site web, etc., j'ai toujours essayé de faire des choses qui étaient le moins onéreuses possible pour que ça soit diffusé de la façon la plus forte, la plus grande possible. Donc c'était toujours comment est-ce que je peux oui, j'ai appris ça, comment est-ce que je peux le diffuser au plus de monde possible, quoi. Et ça a toujours été ma ligne directrice pendant 30 ans. Mais tu sais, en fait, dans ce que tu dis là, déjà, en fait, il y a une chose que j'aimerais appuyer. T'as pas assez appuyé dessus, mais moi, je vais le faire pour toi. Olivier, tu es d'une gentillesse et d'une modestie. Honnêtement, je l'ai rarement vu dans la sphère SEO. Mais vraiment. Voilà, comme je disais au tout début, moi, je t'ai rencontré au SEO Camp là de 2024. Donc avant, je te connaissais que par les médias et tout. Je t'ai rencontré là, mais honnêtement, j'étais vraiment surpris par la modestie dont tu faisais part. Honnêtement, ça m'a limite touché, tu vois. Et ça compense avec ceux qui le sont pas. Et bah justement, tu vois, en fait, dans les SEO, tu vois, malheureusement, c'est un peu la course à l'ego, tu vois. C'est un peu la course à, ouais, bah moi j'ai réussi à faire ça. Ouais, mais ce site-là, ouais, bah, comment dire, ouais, mais ce site-là, bah je l'ai pris là, je l'ai amené là. Ouais, moi je suis le meilleur. Ouais, moi je suis trop fort. Et dans le SEO, comment dire, et dans la communauté, en fait, il y a des grandes gueules, tu vois, bah, qu'on se le dise, tu vois, qui se mettent en avant encore. Ouais, moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai inventé ci. Mais toi, franchement, avec tout ce que tu as apporté, et vraiment, en fait, tu vois, maintenant que tu le dis par rapport à ce qui t'anime le plus en tant qu'être humain, mais c'est impressionnant, tu vois, c'est vraiment impressionnant, mais je voulais vraiment appuyer dessus. Et là, tu vois, par rapport à la présentation que tu as faite, et surtout ce qui t'a drivé à donner un maximum de connaissances et de savoir, c'est qu'en fait, foncièrement, en tout cas, l'être humain qui est derrière l'Olivier Andrieux qu'on connaît sur les SEO, l'être humain voulait foncièrement partager parce que j'imagine que c'est dans tes valeurs hautes de faire ça. Oui, chacun réagit comme il le veut, hein, mais c'est vrai que quand je lis certains trucs, notamment sur LinkedIn, hein, je lis certains trucs sur LinkedIn, je suis effaré, quoi. Et parfois, je suis complètement effaré. Parce que autant le SEO, c'est pas une science exacte, hein, ça tout le monde le sait. Il y a pas mal de choses qui sont potentiellement discutables, et d'ailleurs c'est très bien de discuter. Il y a plein de trucs sur lesquels on peut discuter longtemps, et puis il y a des trucs quand même qui sont qui sont évidents. Et ben non, il y a quand même, je lis quand même certains trucs, quoi, mais c'est hallucinatoire, quoi, vraiment. Et je dis non, mais c'est pas possible, quoi. Cette personne-là n'a jamais fait de SEO, quoi. Et par contre, la personne se présente comme un expert SEO. Ah, écoute, dis-toi que moi sur LinkedIn, ma guerre, tu vois, mon ennemi commun, tu vois, en fait, je me différencie par rapport aux autres SEO, c'est
tous les SEO qui ont testé un petit truc et qui disent sur LinkedIn, je suis le meilleur, j'ai fait ci, regardez-moi, je suis le meilleur, tu vois. Toi, alors, là, c'est le petit moment, petit pic, tu vois. Qu'est-ce que tu as pu voir sur LinkedIn qui t'a un peu resté les poils? Oh, ben c'est des choses. Alors, honnêtement, comme ça fait un petit moment que j'ai lâché le game, j'ai plus totalement en tête précisément, mais je sais pas, quand on dit que la balise métadescription est importante pour le positionnement, par exemple, Pardon. non, mais sérieux, en étant extrêmement sérieux, on m'a même reproché de parler. Alors là, voilà, c'est vraiment le top du top, quoi, de dire que la balise meta keywords ne servait à rien, quoi. Enfin, je sais même pas si les gens aujourd'hui savent ce que c'est encore que la balise meta keywords. Mais non, mais et ça, c'était pas il y a 20 ans, hein. C'était il y a quelques années à peine, quoi. Ah ouais? La balise meta keywords, c'est important, machin. Putain, mais t'es où, toi? Mais t'as fumé quoi? Non, mais c'est pas parce qu'à la limite, il y a des trucs où on peut se dire, ok, je sais pas, spécifique, enfin le temps de chargement des pages, par exemple, on peut en discuter longtemps. Alors, je sais pas ce qu'il en est aujourd'hui parce que je suis pas ça de très près, mais pendant des années, et surtout au début où Google commençait à en parler, je lisais des gens qui disaient, qui disait que le temps de chargement des pages était un critère essentiel de Google. Alors, on voyait bien en testant que c'était archi faux, que c'était pas possible. Et sauf que ben, ça permettait de vendre des prestations avec une bonne marge, quoi, d'accélérer les sites. Et après, derrière, ben oui, ben, il y avait aucun résultat en SEO. Et alors, comment on fait? Enfin, voilà, c'est beaucoup de gens qui ont sorti des trucs sans aucun test et sans aucune expérience. Or, le SEO, ce n'est que le fruit d'une expérience. Et c'est le fruit d'échec aussi. C'est ça qui est important. C'est si on n'échoue pas en SEO, on n'est pas un SEO. C'est pas vrai. C'est pas possible. On est là pour tester. Et quand on teste, soit ça marche, soit ça rate. C'est pas grave. C'est normal. J'ai certainement plus raté que réussi de tests dans ma vie. Mais où est le problème? Le fait qu'un test rate, c'est déjà quelque chose qu'on apprend. Moi, enfin, pour moi, un expert, déjà, c'est celui qui se considère pas expert. Mais moi, en fait, un expert, je le mesure au nombre de projets qu'il a ratés. Tu vois? Pas qu'il a réussi, oui, mais qu'il a raté. Voilà, c'est dans l'ADN même du métier que de rater. Ça n'existe pas les SEO qui ont un peu de métier, qui n'ont fait que des projets réussis. C'est absolument impossible. Justement, et à la limite, c'est ça qui fait l'intérêt du métier. C'est que on n'appuie pas sur un bouton en disant ben voilà, on va faire ça, ça va marcher. Ben non, on appuie sur un bouton parce que ce qu'on a fait pour le site d'hier, on prend un nouveau site, on fait la même chose et ça marche pas du tout. Pourquoi, comment, machin? Ben voilà, il faut réfléchir, faut faire un peu de jus de cerveau pour comprendre qu'est-ce qu'il faut faire spécifiquement pour ce site. Déjà l'analyser. J'ai toujours vraiment fait, énormément mis l'accent sur l'audit du site et notamment l'audit technique, hein, qui est pour moi très très important, avec des outils comme la Search Console ou autre. Pour faire du SEO, il faut toujours partir, pour moi, sur une base saine. Et 99% des sites web aujourd'hui ne sont pas assis sur des bases saines. Je pense que tu peux dire 99,9. Hein. Pardon? J'ai dit, je pense que tu peux dire 99,9. Ouais, non, mais c'est assez. Moi, je suis totalement en phase. C'est ça, quoi. Et même les miens, d'ailleurs. Même mes sites, c'est clair. Enfin, je fais attention, mais voilà, des fois, on n'a pas le temps aussi, enfin, etc. Et il faut vraiment partir. Après, on peut partir dans des tas de directions différentes. Et si on part pas sur des bases saines, bah, c'est dommage, quoi. C'est pas logique, quoi. Parce que tout ce qui est notamment SEO technique, on a la main dessus. Donc ça, ou le client a la main dessus, devrait avoir la main dessus en tout cas. Et c'est vraiment quelque chose d'important. Donc on rend le site bien SEO friendly. Et à partir de là, on met des actions en place. Mais partir sur un site qui est mal foutu au départ
et Dieu sait si j'en ai vu, hein, en 30 ans, des trucs mal Ah ouais, foutus. j'avoue que tu as dû voir des films d'horreur, toi. Hein. Ah, mais vraiment des trucs, mais délirants, quoi. Et des sites qui avaient coûté très cher, et plus ça coûtait cher, et Ouais. moins ils étaient bien foutus, mais c'était incroyable, quoi. Tu vois, en fait, mais là, je te rejoins entièrement parce que moi, ce que j'ai tendance à dire à mes clients et aux personnes que je forme dans les différents programmes, c'est que bah, un site internet, en fait, c'est un peu comme un panier. Et si tu veux pas que ton panier soit percé, va falloir faire en sorte de le renforcer le plus possible pour ensuite mettre de l'eau dedans. Et bien entendu, tu vois, bah, dans l'analogie de tout ça, le panier, bah, c'est la technique, et l'eau, bah, c'est la sémantique et netlinking, tu vois. Parce qu'en fait, voilà, plus ton panier est percé, et plus, plus t'as Ça des les fuites. malfaçons, bien t'as des trous, et plus, bah, forcément, tu vois, tout l'eau que tu vas mettre dedans, bah, tu vas le perdre, tu vas le perdre, tu vas le perdre, tu vois. Hum. Donc là, pour le coup, ouais, bah, je suis content déjà que je dise pas n'importe quoi. Là, du coup, bah, tu viens de valider ça. Et justement, tu vois, par rapport à tout ça, parce que franchement, en fait, Olivier, en fait, plus tu parles, plus j'ai plein de questions à te poser. Et je pense que plus l'audience a des questions à te poser par rapport à ça. Mais pour se recentrer un peu, toi, quels sont après tes 30 ans de carrière, quels sont les plus gros échecs, tu vois, qui ont été les plus formateurs pour toi dans ta carrière de SEO? Comme ça, là, à froid, à chaud, Ouais. sincèrement, non, des gros échecs, honnêtement, j'en ai pas eu. J'en ai pas eu. T'inquiète pas, il y a prescription, hein, t'inquiète, tu peux y aller. Non, Tu peux ouais, y aller. non. En fait, tu sais, j'ai fait énormément d'audits et de Mhm. formations. Oui. Donc j'ai vraiment. Alors, ma vision du métier a changé évidemment en 30 ans. Mhm. J'ai fait beaucoup de référencement pour moi, j'ai fait des référencements pour des clients, etc. Et puis Mhm. après, Mhm. je me suis aperçu que ce qui m'intéressait vraiment, c'était la formation. Donc, Mhm. expliquer aux gens comment optimiser et mettre en place une stratégie de SEO, et l'audit pour justement auditer un site, expliquer aux gens comment auditer un site, auditer aussi leur site, et puis leur expliquer déjà sur la base de l'audit ce qu'ils pouvaient faire. Donc, c'est des prestations qui, logiquement, n'amènent pas Ouais, le résultat de, probant ou. d'échec. Mhm. Ouais. Finalement, l'échec, c'est lorsque on fait un audit pour un site et que le client le met pas en place. Ah Ça bah ça, arrive, il y en a tellement. ça Il y en arrive a tellement. souvent, et Ouais. c'est dommage parce qu'on se dit, purée, j'ai bossé. Dans les audits, je mettais à la fin, il y avait entre 10 et 15 actions à mettre en place avec Mhm. plusieurs critères de facilité de mise en place, d'urgence, de connaissances nécessaires pour mettre en place l'action, enfin, etc. J'avais mis une conjonction de plusieurs critères. Et en règle générale, ce que je voyais chez mes clients lorsqu'on en parlait après, c'était que le trafic montait en moyenne de 20 à 30% Pas mal. après l'audit. Mhm. Et en fait, plusieurs fois, j'ai fait un audit pour des clients, et à la fin, ben, je regardais le site un an après, mais il y avait rien qui avait été fait, quoi. Rien. Mhm. Même les plus urgents et même les plus simples, même les balises title à modifier qui étaient toujours aussi pourris. Je me dis, mais pourquoi ils ont payé un audit, quoi? Donc ça, on le prend un peu comme un échec parce qu'on se dit, peut-être qu'on n'a pas été assez persuasif Mhm. Mhm. dans le fait d'expliquer ce qu'il faut faire. Pourtant, il y avait des choses qui étaient vraiment simples à faire, quoi. Bah, Et je trouve ça un justement, peu dommage, hein. justement, tu vois, selon toi, qu'est-ce qui fait que les clients ne passent pas spécifiquement à l'action? Est-ce que c'est la faute un peu du consultant qui a une part de responsabilité, ou bien est-ce que la faute doit être imputée 100% au client? Selon toi, comment on devrait voir ça, selon toi? Ouais, je sais pas, c'est assez étonnant qu'il y ait des problématiques en interne, Hmm. ou des problématiques avec l'agence qui crée le site aussi pour le compte de la société, Hmm. ou autre, etc. Mais de là à ne pas modifier quelques options de maillage interne, ou de rajouter quelques balises, de modifier quelques balises, enfin, qui sont vraiment surtout parfois Hmm. sur des plateformes simples comme WordPress ou autre, quoi, hein. Enfin,
Et il y avait vraiment rien de spécifique. Alors parfois, je me dis, la personne qui a commandé l'audit part de la société, et puis c'est arrivé, hein. Et puis du coup, l'audit il est resté dans un tiroir, et puis il en a jamais été sorti, quoi. Bon, voilà, c'est des petites choses comme ça qui arrivent, mais je suis toujours resté dubitatif lorsque je regardais quelques mois après que en fait rien n'avait été changé. Alors ce qui m'est arrivé aussi était encore pire, enfin encore plus incroyable, c'est que je fais un audit. L'année suivante, le même client me propose un autre audit, enfin un nouvel audit, alors qu'il n'a rien changé depuis un an. Alors, une personne lambda capitaliste aurait dit, ok, d'accord, je te facture. Mais bon, comme toi, tu as des valeurs profondes, j'imagine que tu l'es rentré dedans pour le dire. Mais oui, mais je lui ai dit, mais attendez, je vous ai fait un audit l'année dernière, je regarde le site, il n'a pas changé. Il me dit, oui, mais Google a changé, il faut que vous refassiez un audit. Je dis, mais vous êtes sûr? J'ai fait l'audit, hein, franchement, il en démordait pas, quoi. Et l'audit, c'était quasiment le même. Enfin, il y avait des erreurs qui étaient énormes. Au moins, il aurait pu corriger les plus grosses, quoi. Mais non, donc du coup, oui. Alors, évidemment, au moins pour mériter mon salaire, je suis allé encore plus profondément sur certains points, mais c'est bizarre, quoi. C'est bizarre. Non, je vois ce que tu dis. C'est pas satisfaisant comme travail, franchement. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, en fait, fondamentalement, t'as l'impression de perdre ton temps, quoi. J'imagine. Et de perdre le sien, et de perdre son argent, surtout que lui perd son argent. Qu'on se le dise. Justement, regarde, en termes d'audit, parce que voilà, là, en 30 ans, t'en as fait énormément. Quel est le 20-80, les 20% de recommandations qui apportent 80% de résultats que t'as le plus fait autour de toute ta carrière? Si tu devais me donner, voilà, un top 5 des recommandations que t'as faites, des recommandations que t'as le plus fait, qui ont apporté le top résultat, ce serait quoi? Alors, le numéro 1, c'est nettoyer. Ok. Nettoyer, comment? Donc, nettoyer, enlever les pages sans intérêt, les pages qui génèrent pas de trafic et qui n'ont pas d'intérêt. Corriger aussi les 404 ou les erreurs qui sont renvoyées. En fait, tout le travail sur la Search Console des pages, d'essayer de comprendre pourquoi les pages sont pas indexées, certaines pages sont pas indexées. Alors ça, c'est un domaine dans lequel l'expérience est vraiment importante. Parce qu'on se rend compte que quand on analyse la non-indexation des pages de la Search Console, en fait, il y a des choses qui reviennent tout le temps, et les causes sont souvent les mêmes, en fait. Ce sont pas toujours exactement la même, mais les types de causes, c'est toujours les mêmes, en fait. Ça peut être différents types, mais mais voilà, il y en a 4, 5, 6, et puis c'est toujours les mêmes. Et ça, par expérience, on les a, ça c'est référencé nulle part, hein. Donc ça, c'est l'expérience qui a fait en sorte qu'on sait pourquoi une page n'est pas indexée par Google, et on sait ce qu'il faut faire pour qu'elle soit indexée, ou la virer parce qu'elle n'est pas indexable, tout simplement. Ça, c'était vraiment quelque chose et justement, quand je parlais de partir d'une situation saine, c'est tout ça, c'est ce nettoyage. Dire, allez, Google ne doit voir que ce qui est bon pour lui et pour l'internaute, et tout ce qui est de bonne qualité. Donc tout le reste, on le vire. En fait, là, tu prends un peu en contre-pied, je pense, la croyance globale. En fait, les gens qui veulent faire du SEO, à chaque fois, c'est faut que je crée du contenu, faut que je crée du contenu, faut que je crée du contenu. Mais toi, tu vas en fait à l'encontre de tout ça en disant, première chose, au lieu de créer du contenu, nettoie tout ce que tu dois nettoyer, et puis ensuite, tu peux commencer à construire. Voilà, complètement. C'est en fait, évidemment, si le site, et encore, même si le site est en construction, même sur un site en pré-prod, hein, on voit plein de trucs à nettoyer, et au contraire, là, c'est encore mieux, parce qu'on se dit, oula, ça, il faut pas que Google aille sur ces pages-là, hein, typiquement sur un site de commerce électronique, les différents filtres, etc., facettes, etc., etc. Là, il y a vraiment plein de travail à faire pour que Google aille spécifiquement sur des pages intéressantes et pas sur d'autres, et qui se noie pas dans sa compréhension du site avec des tas de pages et d'URL qui lui servent à rien. Donc ça c'est vraiment la base, quoi. Donc ça c'est le top 1. Genre le top 1 des recours que tu donnes le plus souvent en 30 ans, c'est nettoyer. Ouais, nettoyer tout ce qui est indexable, non indexable. Ok, ça marche.
Et c'est pour ça la Search Console est géniale, hein, clairement. Ah bah, franchement, c'est un outil quand tu sais bien l'utiliser, et je pense que un bon 90% des gens ne savent pas l'utiliser. Quand tu sais bien l'utiliser, ça peut faire de beaux miracles. Ouais. Dans le même truc, et qu'on pourrait mettre en numéro 2, hein, c'est avoir un bon crawl aussi. Donc avec un outil comme Screaming Frog, par exemple, crawler le site et vérifier que le maillage interne est bon, que toutes les pages sont évidemment trouvables, etc., etc. Donc une bonne indexation, un bon crawl. Alors ça va souvent ensemble, hein, mais c'est assez lié. Hein. Mais il faut quand même vérifier les deux. On peut être indexable, mais pas trouvable. Donc c'est un petit peu ou difficilement trouvable. Donc c'est pas obligatoirement très bon. Donc une bonne indexation potentielle, un bon crawl, et je dirais bon l'incontournable c'est les bons titles, hein, clairement. Hein. Ça c'est la base du SEO. Hein. Et alors on dit ça, mais ça a l'air bidon comme truc, mais tous les sites web n'ont pas des bons titles. C'est clair. Hein. Donc faut pas hésiter. Moi j'étais pour des titles assez longs. Hein. Il y avait deux écoles, alors je sais pas si c'est encore le cas hein, aujourd'hui, mais il y avait les deux écoles de title court parce qu'il faut que ça rentre dans la SERP de Google, hein, et qui n'était pas du tout mon école. Et puis moi j'étais dans l'école, mais allez-y, 10, 12 mots, on s'en fout que ça soit pas affiché. Google il le lit le title. C'est pas parce que c'est pas affiché que c'est pas lui, que c'est pas un bon critère de pertinence. Donc moi j'étais vraiment sur des titles assez longs. Descriptif avec déjà un champ sémantique fort dans le title. Ok, d'accord. Bah là aussi, je pense que tu vas à l'encontre de pas mal de croyances et de choses qui se font en ce moment. Effectivement, dans la tendance globale, on cherche à rester dans les 60, entre 60 et 65 caractères, tu vois. Mais toi, tu dépassais tout ça pour vraiment mettre l'optimisation. En fait, le coup des 70 caractères, j'ai jamais compris. Je vois pas. Alors, l'intérêt, je comprends, c'est que c'est pas tronqué. Mais en termes de SEO, ça peut légèrement jouer sur le taux de clic, je veux bien. Mais on peut très bien faire des titles tronqués qui sont tout à fait, qui génèrent un très bon taux de clic. Il n'y a pas de souci. Il y en a juste 3 petits points et puis c'est tout. Mais après, il y a du texte. Donc en fait, en termes de SEO, j'ai toujours pensé que c'était une hérésie, en fait, de faire des titles courts. C'est quelque chose. Et en fait, personne ne m'a jamais réellement convaincu du bien fondé du fait de faire des titles courts. Non, mais c'est hyper intéressant, ça, tu vois. Bah, là, pour le coup, je suis en train d'apprendre quelque chose dans React Live, même si ça fait 11 ans que je fais du SEO, et j'en apprends toujours tous les jours. Moi, j'ai toujours appris, tu vois, que ce soit en agence ou bien dans mes tests en tant que free, que title, faut que ça tienne. Faut que ça tienne, parce que sinon, après, derrière, c'est pas terrible. Toi, c'est le contraire, donc en 30 ans, t'as toujours fait le contraire, et en fait, t'as toujours de bons résultats. Oui, bien sûr. Mais en plus, pour moi, c'est logique. Pour moi, c'est logique, c'est cohérent, quoi. Je veux dire, je fais pas des titles longs parce que les titles longs, ça marche. Je fais des titles longs parce qu'un title long, ça donne plus d'informations sémantiquement à Google. Donc, on explique mieux avec un title long qu'avec un title court. Donc, si on explique mieux, Google comprend mieux et c'est mieux classé derrière. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Et j'essaie de faire des choses cohérentes et qui fonctionnent, mais qui ont du sens, quoi. Ça a du sens pour moi. Faire des titles courts, pour moi, ça n'a pas de sens autre que le fait de s'afficher entièrement dans la SERP. Ok, bon, du coup, alerte pour les autres, testez les titles longs, et si ça marche de votre côté, dites merci. Voilà, mettez un gros pouce bleu sur cette vidéo. C'était 10-12 mots en général. Une title. Donc c'était systématiquement plus long que les 70 caractères, hein, clairement. Donc 10-12 mois, ça fait du quoi? Ça fait du 100-120 caractères, quoi, plus ou moins. Ouais, au moins, ouais. En essayant, quand c'est tronqué à 70 caractères, que ça soit lisible et incitatif au clic, bien sûr. Hein. Ok, bah écoute, franchement, honnêtement, ouais, en fait, ça fait complètement sens maintenant que tu me l'expliques, ça fait complètement sens. J'ai jamais testé le truc. Bah écoute, juste après, là, je vais tester sur mes sites perso et je vais voir ce que ça donne. Ok. Numéro 4, du coup. Alors, du coup, je reviens. 1, indexation. 2, crawl. 3 titles. C'est quoi tes deux autres? Non, après c'est que du sur-mesure, c'est que du cas par cas. Franchement, il faut tester, il faut creuser, il y a rien qui ressort. Bon, le temps d'affichage des pages n'est jamais sorti comme critère majeur.
Alors si, il y avait un point qui est assez important et que j'ai retesté d'ailleurs il y a pas longtemps parce que c'est pas parce que j'ai arrêté le SEO que je fais plus de SEO quand même, en tout cas pour moi. Je fais un petit peu de SEO pour mes sites. Et donc j'ai fait un petit test dernièrement et en fait je m'aperçois que le texte, bon c'était déjà le cas avant, mais ça me conforte dans mes convictions, c'est que le texte en début de page est plus important que le texte en bas de page. En fait, il faut que le texte en début de page, que le texte visible par défaut, sans scroller, soit sémantiquement très explicite de ce qu'on veut faire passer comme message de la réponse à la question à laquelle on veut répondre, quoi. C'est vraiment important. J'avais notamment en tête une page qui était assez longue. J'ai fait un long texte explicatif, avec beaucoup d'informations, écrit par un être humain, de moi-même. Et en fait, j'avais d'abord commencé par mon expérience personnelle sur le sujet. Et après, j'avais mis des informations plus informationnelles, en fait. Et la page était 7e, 8e, 9e sur la requête pour Google. Alors, je me suis dit, bon, c'est déjà bien, top 10, mais je vais quand même essayer de mettre l'informationnel d'abord et le plus personnel, donc le moins informationnel, le moins wikipédiesque après, à la fin. Enfin, j'ai inversé, en fait, les blocs. Et c'est passé de la 8e à la première place. Quoi. Ah! En quelques jours. Ok, bah du coup, grosse pépite. Plus le featured snippet. Bah franchement, ça, je peux le mettre au numéro 4, tu vois. Et je pense qu'au numéro 5, on peut aussi mettre le rich snippet. Ouais, alors rich snippet, c'est... Bon, ouais, évidemment, c'est intéressant, mais c'est difficile à obtenir. Dans ce cas-là, notamment, je me battais contre Wikipédia, alors... Bonjour. Mais enfin, bon, ça tient depuis plusieurs mois, là. Ça va, je leur ai piqué le feature snippet. Mais il faut faire beaucoup de tests. À mon avis, pas trop, parce que je vois quand même beaucoup Google faire des tests, et notamment sur le feature snippet dont je parle là. Donc je me suis battu avec Wikipédia et mon site, avec Wikipédia, boum boum. Et en fait, je voyais bien qu'une semaine c'était Wikipédia qui était un feature snippet, une semaine c'était mon site. Et je pense qu'il analyse, enfin les algorithmes bien sûr, analysent le taux de clic ou un certain nombre de choses sur peut-être même le pogo sticking, sur le fait que les gens reviennent ou pas, peut-être, c'est possible, sur la page. Et au bout d'un moment, ça s'est stabilisé et c'est mon site qui a remporté la partie. Bien joué. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de tests comme ça. Donc, à mon avis, il faut pas faire trop de changements. La leçon entre guillemets de tout ça, c'est que si tu fais des changements tout le temps, Google, il n'arrive plus à tester. Il fait de l'A/B testing et il teste des choses qui sont complètement différentes. Donc, au bout d'un moment, ça embrouille complètement ses algorithmes. Donc, je pense que quand on fait des changements, alors changer une virgule, c'est pas un problème, mais quand on fait des changements assez forts et assez profonds sur une page, là, on se calme, on attend plusieurs semaines, voire un mois ou deux. Google fait ses tests et après, bon, il dit, bah tiens, ok, ça va pas. Des fois, ça va pas, c'est pas grave. On peut revenir en arrière éventuellement. Mais voilà, faire des tas de tests. J'ai un petit outil pour voir les positions, etc. Il y a des fois, ma page, elle perd 7 positions, 8 positions d'un coup. Bon, ça arrive moins maintenant, parce que ça y est, ça s'est stabilisé. Mais à un moment donné, il y avait des fortes chutes. Et le truc, c'était, non, je fais rien, ça va revenir. 3 jours après, ça revenait. C'est systématique. C'est juste que Google fait des tests, tout le temps en train de faire des tests, et vraiment le réflexe à ne pas avoir en SEO, d'après moi, c'est de modifier un truc parce qu'on voit qu'on a perdu des positions. Ça, c'est absolument pas le truc à faire. Bah, justement, tu vois, combien de temps tu nous conseilles d'attendre, tu vois, quand on voit, par exemple, que notre site se casse la gueule, enfin, qu'il perd 3, 4, 5, 7 positions, combien de temps tu nous conseilles, voilà, d'attendre avant de se dire, ok, bah là, faut peut-être faire d'autres actions pour monter? Moi, j'ai jamais rien fait avant 15 jours. 15 jours, ok. D'accord, ok, ça marche. Voilà. Mais la plupart du temps, si ça revient en quelques jours. Oui. Mais enfin, voilà, 15 jours. J'avais des clients qui m'appelaient des fois le dimanche matin.
j'avais pas beaucoup de clients qui avaient mon téléphone portable parce que pour éviter ça justement, mais qui m'envoyaient un mail. J'ai perdu 3 positions depuis hier. J'ai dit, va faire ton marché. Allez, voilà, bonne nuit. Va marcher dans la campagne, va promener ton chien, c'est pas grave. Et, Non, mais et on voit ça lundi, mardi, tu vas voir, ça va revenir, et ça revenait, bien sûr, ça revenait. Non, mais tu vois, en fait, ce que tu dis là, enfin, moi-même, je le vis avec certains clients. C'est qu'effectivement, comme en fait, ils sont assez émotionnels avec leur business, ils mettent de l'argent dedans, ils veulent des résultats constants tout le temps, sauf que, bah, la réalité, c'est que, bah, le SEO, c'est un peu comme ça. Et du coup, en fait, là, le gros tips, enfin, pour moi, la grosse pépite que tu viens de nous donner, c'est que c'est normal, en fait, de vivre Bien sûr, ça arrive tout le temps, ça arrive tout le temps. Ouais. Et j'ai Ça l'impression, en arrive fait, même, ouais. parfois, je vois un site qui perd 100 positions. Ah ouais, non, là, par contre, là, c'est chaud. Moi, Sort sans du top position, moi, je 100, dors pas. il sort du top 100, 2 jours après, il revient en deuxième, troisième position. Ah, l'ascenseur Pourquoi? émotionnel. Bon, peut-être c'est aussi le logiciel de suivi de position qui a merdé, hein, c'est possible. Hmm. Je vérifie pas tout le temps non plus à la main, hein, mais voilà, il y a rien de, oui, perdre des positions, c'est normal. En gagner, c'est normal aussi. Donc, en gros, en fait, Mais voilà. si on devait résumer tout ça avant de passer à la suite, en gros, le top 5 des recos. Indexation à contrôler, crawl à contrôler, le title. Tu nous as donné en fait une pépite. Pour toi, c'était pas une pépite, mais pour moi, c'est une giga pépite. Je l'ajoute en 4. Je me permets de l'ajouter en 4 sous ton contrôle. Quand on crée du texte, et ben mettre les mots-clés qu'on cible au tout début. Allez, on va dire, enfin, il y avait Laurent Bourali quand je l'avais eu sur Biscare qui m'avait dit dans les 500 premiers caractères. Mais Ouais, toi, en fait, premier paragraphe, le premier, deuxième paragraphe, mais au-delà ouais, même des mots-clés et du cocon sémantique, il ouais, faut répondre à la question. Il faut donner une information. une information Euh, clé. Tu vas créer une page, moi, enfin, je sais pas, je me pose la question, la personne qui va venir lire la page, pourquoi elle vient sur la page? Hum. Le premier et deuxième paragraphe, ça répond à sa problématique, son intention de recherche finalement, hein, c'est un peu ça. Oui. Puisqu'il faut faire ressortir aussi l'intention de recherche dans ces paragraphes, mais et aussi, alors bien sûr, il y a la technique mot-clé, champ sémantique, mais au-delà de ça, il y a la volonté de répondre à une question vraiment et de se dire ben voilà la personne qui vient quelque part elle va avoir dans les 2 premiers paragraphes La pas mal réponse. de réponses à ces questions et Hum. si elle veut le développer c'est en dessous et Hum. c'est en fait ce qui va se passer avec l'algorithme de Google qui va essayer de comprendre dès le départ de quoi parle la page et qui va ensuite se nourrir de tout ce qu'il y a par la suite pour Hum. affiner sa compréhension. Mais c'est vraiment dès le début et à mon avis, il faut que ça soit dans l'espace visible sans scroller, Ok, donc ouais, au-dessus de la ligne de flottaison. au-dessus de la ligne de flottaison. Waouh, Olivier, merci pour ces tips. Franchement, là, tu nous as donné du nectar. Tu nous as donné du miel comment dire, SEO. voilà, du miel SEO, tu vois, mais genre le truc qui est ultra précieux. Donc, merci pour tous ces tips, tu vois. Donc, du coup, pour ceux qui nous écoutent, je vous recommande vraiment de réécouter tout ce qu'Olivier a dit avant, parce que c'est hyper, ça a énormément de valeur. C'est 30 ans de test. Et moi, je peux qu'être d'accord avec tout ce qu'il dit, parce qu'il y a certains points sur lesquels j'étais un peu dubitatif, mais là, il m'a convaincu. Je vais retester après moi de mon côté. Et en fonction des résultats, je vais aussi vous dire dans les commentaires ce que ça fait. Bon, il y a la structure en balise H1, H6 aussi qui est évidente. Oui, la base. Après ça, La base, c'est voilà. Enfin, le dans les point. top 5, c'est quand même, autant les titles n'étaient pas globalement pas toujours mauvais sur les sites web, autant les structures H1, H6 c'était souvent du grand n'importe quoi. Alors, ça fait pourtant des années qu'on le dit, hein, mais des outils comme Web Developer ou autres pour extraire juste les balises H, quand on le montre dans les audits aux clients, on lui dit, bah, voilà, c'est Google, il lit ça, qu'est-ce qu'il comprend? Rien. Mm. Ah ben oui, c'est vrai. Faut peut-être que je revoie. J'aurais C'est dit. des trucs tout bêtes. C'est pour ça que je dis il faut assainir les choses. Même les choses les plus évidentes dont on Mm. parle depuis quasiment 30 ans, elles sont pas toujours mises en place sur les sites web, alors que ça devrait être un prérequis. Ça devrait être bon ça, ok, les titles, les H1, H2, H3, etc. Tout ça, c'est le gras. Enfin bon, tout ça, ça a été mis en place. Bon, maintenant on fait du SEO. À partir de ça, on fait du Exactement. SEO. Bah oui. Et Non, mais c'est pas du tout
passé, en tout cas, de mon temps. et je pense pas que ça ait énormément Ça n'a pas changé. évolué depuis. Ouais. Après, là, moi, je parle de trucs qui sont aussi dans ma vision du SEO, dans la vision dans laquelle j'ai exercé mon métier de SEO pendant 30 ans, qui était de ne pas tricher. Donc, de ne pas aujourd'hui faire de l'intelligence du contenu automatisé, intelligence artificielle, etc. J'ai jamais acheté de liens, j'ai jamais fait d'achat de liens. Voilà, ça peut paraître peut-être complètement fou aujourd'hui, mais bon, j'en ai jamais acheté. Voilà, c'était, il y a des règles. Je joue au Monopoly, il y a des règles. D'ailleurs, j'ai appris dernièrement que personne ne jouait au Monopoly selon les vraies règles du Monopoly. Ah ouais? Ouais, Bah voilà. Si t'as un Monopoly, les gens qui écoutent, si vous avez un Monopoly, relisez les règles. Je suis sûr que vous ne jouez pas à ce jeu avec les bonnes règles celles du Monopoly. Parce que les règles du Monopoly, en fait, les parties sont très courtes. Ça dure jamais plus d'une heure une partie de Monopoly. Alors que quand on joue nous au Monopoly, ça dure une demi-journée. Enfin, ça s'arrête jamais, quoi. Ça dure une demi-journée. Ça fracasse des amitiés, ça brise des familles. Donc voilà. Enfin, moi, j'ai toujours j'ai eu ma vision du SEO. Je dis pas que c'est la bonne, hein, clairement. Hein, je sais pas. C'était ma vision. Il y a Google a un moteur de recherche, c'est le sien. Il a mis en place des règles. Comment faire en sorte de générer du trafic et de proposer un contenu de qualité aux internautes en mettant en place des règles de SEO qui ne vont pas à l'encontre des règles de Google. Voilà. Après, je suis conscient qu'il y a beaucoup de façons de faire du SEO, ce qui me pose aucun problème évidemment. Mais tout ce que je dis là, c'est selon ta vision des choses. En conjonction avec mes règles, les règles que j'ai suivies pendant 30 ans. Mais c'est pour ça que je t'ai invité sur Biscare, justement, à voir ta vision des choses pour ouvrir les chakras. Comme ça, tout le monde fait en fonction de leurs règles à eux. Bah, justement, tu vois, c'est une bonne transition ce que tu dis là, parce que là, tu parlais, voilà, que en 30 ans de SEO, et bah, t'as fait selon tes règles en toi. T'as fait selon tes règles à toi, pardon. De ta vision, comment a évolué le SEO? Je parle pas du métier, hein, tu vois, mais vraiment la manière de faire du SEO sur les 30 dernières années. Genre au début, c'était comment? Au bout de 15 ans, c'était comment? Au moment où t'es parti, c'était comment? Tu vois? Et quelle est ta vision maintenant pour après, en fonction de tout ce que t'as vu? Hello, j'interromps juste ton écoute pendant 2 petites secondes, le temps de te dire que si l'épisode te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu sur YouTube ou bien nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est hyper important pour le développement de la chaîne. Sans plus attendre, retour à ton épisode. Alors au début c'était facile. Au milieu c'était moyen, et là c'est difficile. Alors c'était facile parce que il suffisait de mettre des mots-clés. Parce qu'il n'y avait pas grand monde qui faisait du SEO en 93, 94, clairement. Donc c'était pas compliqué. Et en même temps, il y avait plusieurs moteurs. Il y avait pas de moteur leader. Il y avait Webcrawler, il y avait Lycos, il y avait Excite, il y avait après AltaVista est arrivé en 99, je crois. 95, décembre 95, il me semble. Voilà. Enfin, il y avait plein de moteurs et ils fonctionnaient pas de la même façon. Donc c'était difficile de faire une page optimisée pour tous les moteurs et il n'y avait pas de moteur leader, donc on était obligé de faire parfois une page pour AltaVista, une page pour Lycos, une page pour Webcrawler. Enfin c'était compliqué. Donc une page optimisée pour les critères de chaque moteur. Voilà, parce que tous les moteurs n'avaient pas les mêmes critères, les mêmes fonctionnements, etc. Alors d'une certaine façon, c'était simple parce que les algorithmes étaient simples, parce que le web était simple, parce qu'il n'y avait pas de spam. Et donc il y avait pas beaucoup de pages, tout simplement. Donc c'était assez simple d'être le meilleur entre guillemets. C'est plus facile d'être le numéro 1 dans son village que dans un pays. Et après, bon, évidemment, ça a évolué. Le premier gros passage, ça a été Google en 98, clairement. Ça a été la première rupture importante. Et puis avec la mise en place du PageRank et la prise en compte des liens, même s'il y avait, c'était déjà plus ou moins le cas ailleurs, mais
Mais bon, voilà, le PageRank, ça a quand même été quelque chose d'assez important. Donc, évidemment, là, une grosse rupture technologique et une remise en place, une remise en question de la façon de faire du SEO. Et puis après, je pense que là où le troisième stade, ça a été le spam. Quand Google a commencé vraiment à être leader dans les années 2000, en fait, ça a été de plus en plus spammé. Alors, Google était moins spammé que les autres, justement, par le PageRank. Le PageRank était une barrière anti-spam assez intéressante au départ, bien sûr. Alta Vista était over-spammé, quoi. Enfin, c'était tellement facile à spammer aussi. C'était difficile même de pas spammer. Je me dis, merde, quand même. Hein. Il y en a qui le font, on pourrait le faire aussi. Mais c'était pas, franchement, c'était vraiment pas compliqué. Et donc Google avec le PageRank, du coup, il est devenu plus difficilement, moins facilement spammable. Et puis évidemment, ça a été les gendarmes et les voleurs. Donc le spam est arrivé. Et il y a eu le spam massif est arrivé, ce qui n'existait pas à l'époque. Et donc là, en fait, Google a mis en place des systèmes anti-spam, mais je pense que les algorithmes de Google aujourd'hui sont plus des algorithmes anti-spam que des algorithmes de pertinence. La plupart des choses, et quand je parle de spam, c'est du spam SEO, mais c'est aussi du spam beaucoup plus dur, avec des choses qu'on n'a pas vraiment envie de trouver sur le web. En tout cas moi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé la donne et il y avait tellement de spam que en fait, dès que Google donnait une information, elle était tout de suite contournée et spammée. Ça a été le cas, je me souviens de comment ça s'appelait quand les gens avaient la photo de l'auteur, l'authorship en 2014. Peut-être qu'il y avait une balise où on disait telle personne est l'auteur ou l'autrice de ce contenu, avec le lien dans la balise, avec le lien du profil, c'était Google Plus à l'époque, le réseau social. Ah oui. Et puis on avait la petite photo qui sortait. Il y avait plein d'informations connexes. C'était vraiment très bien pour alors on gagnait pas des places, mais on gagnait beaucoup en visibilité. Et tout de suite, ça a été spammé. C'est un truc que j'ai dit plusieurs fois, mais c'était rigolo. En fait, il y avait des études qui étaient sorties comme quoi les photos qui marchaient le mieux pour générer du trafic, c'était les jeunes filles blondes, souriantes et sur fond clair. C'était les images qui, dès que l'œil voyait, ça incitait au clic, quoi, dans les SERP. Ok, d'accord. Et d'un coup, tous les contenus se sont mis à être écrits par des jeunes filles blondes, souriantes. Voilà, petit tips pour vous pour générer des images de jeunes filles blondes avec fond clair avec l'IA. Voilà. Moi, ça marche plus. Et ça marche plus parce que Google a viré au bout de quelques mois. Google a dit c'est bon, on a compris quoi. Et c'était frustrant parce que en fait, dès qu'il y avait une information et quelque chose qu'on pouvait prendre en compte de façon un minimum intelligente pour essayer de fournir une meilleure visibilité, voire gagner des places, c'était tout de suite totalement spammé et abandonné dans les mois qui suivent par Google. Et d'ailleurs, Google a arrêté de faire ça, de donner des informations. Et ce qui était pas bon pour le milieu du SEO aussi, parce que chaque fois qu'ils disaient quelque chose, ils étaient spammés. Donc, évidemment, au bout d'un moment, on dit plus rien, quoi. C'est clair. Voire, on dit le contraire, John Mueller est passé par là aussi, pour dire des énormités, quoi. Mais comment faire autrement? Donc c'était un peu usant, quoi. C'était un peu usant de se dire on essaie de faire du travail de qualité et puis derrière tout est tellement spammé que j'avais mis sur Abondance à l'époque quelques chiffres. C'était des milliards de pages de spam qui étaient détectées par Google chaque jour, mais je crois que c'était 15 milliards, un truc comme ça. Enfin, et du coup, c'est là chaque jour, donc des nouvelles pages, quoi. Enfin, mais là, du coup, j'imagine que c'est là où Google est arrivé avec Panda et Pingouin pour essayer de oui, tout à fait. de limiter ça. Oui, bien sûr, clairement. De toute façon, ça pendéonnait du milieu du SEO. Il y avait tellement de spam que c'était pas possible. Moi, je suis arrivé à ce moment-là. Moi, je suis arrivé dans les SEO à ce moment-là, donc vers 2000. Ouais, j'ai commencé à faire mes gammes vers 2012.
on parlait beaucoup de panda, de pingouin. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Google, c'est quoi? Tu vois le truc? Mais en fait, ouais, bah là, en fait, ça coordonne avec ce que tu dis. Dans les années 2000, ça a grossi, beaucoup de spam. Et je pense que c'est l'année où c'était les années où c'était encore à peu près facile. Beaucoup de spam à ce moment-là. Puis après, Panda Pingouin. Et en fait, j'ai l'impression que c'est à ce moment-là que les cartes ont été un peu rebattues dans la sur du SEO. En tout cas, Oui, moi, je suis arrivé à ce moment-là. il C'est y là a où j'ai aussi eu, c'est où j'ai appris. il y a Ouais. aussi eu Caféine. Caféine, c'était en 2010. C'était un nouveau système d'indexation de Google. En fait, c'était de la plomberie interne chez Google, Caféine. Je crois que c'était en 2010. Et en fait, qui a été un nouveau système mis en place par Google en interne pour essayer enfin, ils ont développé leur système pour plus scroller, etc. Et je pense que quand ils ont voulu plus scroller, ils ont aussi plus raclé le fond Ouais. et ils ont été encore plus spammés qu'avant. Et ce qui les a obligés de mettre en place des filtres comme Panda et Penguin pour calmer le jeu un petit peu. Mais justement, en fait, par rapport à ton expérience, tu disais avant c'était facile. À partir de quand c'est devenu, bon, je vais pas dire que c'est difficile maintenant, mais à partir de quand ça s'est vraiment de plus en plus professionnalisé et et voilà, à partir de quand en fait les gens ont commencé à faire appel à des réels experts pour les aider à être dans les dans les top positions. Je pense que ça a été post filtre Panda Penguin. Après Ok. les gens ont commencé à s'apercevoir que oula, il y a des obstacles. Hmm. Il faut peut-être passer par des gens qui savent passer les obstacles ou qui savent les Hmm. éviter ou voilà, dont c'est le métier en fait. C'est avant, on faisait des bons titles, ça marchait. Hmm. Bon title, bon machin, ça va, c'était la première page de Google, quoi. Enfin, Hmm. j'exagère à Hmm. peine, sauf pour des mots-clés très concurrentiels, mais à partir de Panda Penguin, il y a eu une masse critique d'informations qui était vraiment importante. Et là, ça s'est professionnalisé, donc ça fait quoi? Ça fait 10 ans, quoi. Ouais, c'est ça, ouais. Bah, ouais, c'est quand je suis arrivé dans le marché, parce que moi, je me rappelle quand je venais d'arriver, l'une de mes premières missions chez Search for Site, Piqué ce matin, c'était faire des audits de pénalité. Moi, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Après, je voyais Panda, Pingouin, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu vois, en fait, bah, moi, en fait, si tu veux, enfin, moi, j'étais arrivé un peu, en étant un peu naïf, en ayant lu ton livre, je me suis dit, bon, bah, du coup, ça, c'est bon. J'ai lu Olivier Andrieux, puis après, je vois Panda, Pingouin, tout ça, mais je suis, oulala, qu'est-ce que c'est que ça? Effectivement, en fait, à partir de ce moment-là, mais j'ai vu des films d'horreur. J'ai vu, en fait, Ouais. des sites faire ça, puis après, bam, d'un coup, tomber. Et à ce moment-là, tu vois, en fait, on vendait plein d'audits Panda, Pingouin, on vendait plein. Et, et paradoxalement, en fait, dans le même moment, je voyais plein d'offres d'emploi SEO, tu vois. Et bah, donc, du coup, ouais, bah là, en fait, ça coordonne un peu avec ce que tu dis. Bah, c'est à partir de là, ouais, vers 2013, 2014, Ouais, ouais, c'est que ça a ça, vraiment ouais. commencé à se Mm. professionnaliser. Ouais. Et donc, du coup, à partir de là, donc là, il nous reste 10 ans avant ta fin de carrière, entre guillemets. Donc 10 ans, 9 ans, enfin, dans ces eaux-là. Comment t'as fait du SEO à ce moment-là? Qu'est-ce que tu mettais plus en avant à partir de 2014 avec tous les filtres qui sont arrivés? Bah, je suivais mes préceptes et ma façon de faire. Un site solide, solide Ouais. techniquement, ça c'est la Mm. base. Ensuite, du contenu de qualité, un excellent maillage interne, Mm. vraiment important. En fait, pour moi le truc, c'est de se focaliser sur tout ce sur quoi on a la main. Mhm. Mhm. Donc la technique, Les la mots-clés. crawlabilité, Mm. le contenu, le maillage interne, etc. Donc on va faire un petit bijou de site, hein. Mm. C'est Paul Sanchez qui dit, hein, faut donner de l'amour à son site, hein, c'est vrai, hein, voilà, faut donner de l'amour à son site. Ouais. Et puis à partir de là, on s'occupe de l'extérieur, des liens, etc. Mm. Moi, j'ai jamais été dans le truc de faut faire des liens, parce que je suis persuadé que Google, les liens, il en prend pas 2 sur 10 à Mm. peine, il en prend très peu. Il prend que ceux qu'il estime être les meilleurs. Et je pense qu'il y a énormément de gens aujourd'hui qui mettent des budgets fous dans les achats de liens et qui jettent l'argent par les fenêtres, clairement. Ok. Bon, après, chacun fait comme il veut avec son budget. Moi, ce qui me tue, c'est qu'on mettre des sommes folles dans l'achat de liens
et avoir une mauvaise crawlabilité de son site, c'est le monde à l'envers, quoi. Ah, je suis bien d'accord. C'est le grand n'importe quoi, vraiment. C'est vraiment faire du SEO à l'encontre de ce qu'il faut faire, quoi, vraiment. Après, bon, voilà, chacun fait comme il veut, mais Bon, il y a des si les gens gens qui l'aura cramé, laisse-les les cramer. Enfin, non, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de toucher à leur site et bon, ouais. donc ils mettent des méthodes plus ou moins artificielles pour essayer de contrecarrer ça, mais Ouais, bah ça, pourtant je suis bien en phase. le truc de base, c'est d'avoir un site de bonne qualité, quoi, clairement. Moi, Je je me parle pas rappelle, de tu vois, spam évidemment, hein, je parle pas de spam, ça c'est autre chose, hein, bien sûr. oui, on parle vraiment ouais, ouais, bah, des choses de base. Bah, en fait, tu vois, enfin, ce que tu dis là, ça me rappelle en fait un client que j'ai accompagné en coaching. Bah, je peux même donner son nom là parce que il m'a autorisé d'en parler. Il s'appelle Eva Boot. Ce client-là, en fait, il avait déjà fait pas mal de choses. C'est un SaaS. Ils ont fait pas mal de choses en SEO, mais à un moment, en fait, il n'arrivait pas à atteindre les top positions. Alors que tu vois, ce client-là, tu vois, bah, il créait du contenu de qualité, il faisait des vidéos, il achetait du lien, il achetait beaucoup de liens. À un moment, je lui ai dit, arrête tout ça, range ta chambre, tu vois. Et en fait, quand je dis range ta chambre, c'est juste et une meilleure crawlabilité et un meilleure crawlabilité et fais l'image interne et optimise tes contenus. Fais juste ça en attendant. Il a fait ça. Au bout d'un mois, il est passé top 1 sur les top mots-clés qu'il visait. Il atteint les 2 millions d'euros de revenus annuels, là où il plafonnait à 1007, 1008, enfin à 1,7 million, 1,8 million. Et il m'a dit, mais Bilker, mais enfin, moi, j'aurais jamais pensé faire ça. Je fais, mais comment ça? Bah, j'ai juste fait des choses que je faisais déjà, mais j'ai poussé encore plus loin. Et c'est là où je lui ai dit, là, Oui, je mais peux en fait, dire, à force de rentrer dans des trucs qui sont plus ou moins artificiels, c'est on ça. oublie complètement les bases, en fait. Alors Exactement. que une voiture, on la passe en contrôle technique toutes les X années. Bah, peut-être qu'un site web, faut aussi le passer au contrôle technique. Un contrôle technique, ça s'appelle un audit, quoi. Et un audit, c'est de dire non, ça, il y a des choses qui vont pas, il faut corriger. Et puis encore une fois, les bases saines, quoi. Enfin, ça fait 25 fois que je le dis, mais les bases saines, c'est important. C'est vraiment le point de départ du SEO, hein, pour moi. Hmm. Et ben justement, tu vois, là on a parlé, enfin là on a, on a, on a vu pas mal en fait l'évolution du dessus avec toi. Là on arrive en 2024. Je vais te poser la question que j'ai posée à Vincent Terrazi, Elliot Bobier et Laurent Bourrelli. Pour toi, c'est quoi l'avenir du SEO à partir de maintenant? Selon ta vision. Enfin, je sais que tu as quitté le game, mais là, selon ton expérience et ta vision des choses, C'est déjà un avenir sans moi, clairement. voilà. T'inquiète pas, il y a plein d'autres personnes qui vont prendre le flambeau. Avec grand plaisir, Ouais. j'en fais partie. C'est difficile parce que si j'ai quitté le SEO, c'est d'abord parce que j'avais envie de faire autre chose. Enfin, Mm. j'avais des plans B hein, à côté. Et puis, c'est aussi parce que l'orientation que prenait le métier n'était pas l'orientation que j'avais envie de suivre. Mm. Moi, j'ai toujours été je dis pas que c'est bien ou pas bien, hein, c'était juste ma façon de voir le métier, de pas tricher, de pas automatiser, d'automatiser le moins Mm. possible, de mettre beaucoup d'humains dans le SEO, etc., Mm. Mm. de pas acheter de liens, etc. Mm. Et c'est clairement pas la voie que le SEO prenait. Hein. Et quand j'ai vu l'intelligence artificielle arriver, je me suis dit oula, je crois qu'il est temps pour moi, parce que c'est aussi une boîte de Pandore. Hein. Ouais. L'intelligence artificielle, enfin, je vois ça autant comme Mm. quelque chose d'assez extraordinaire avec lequel on peut faire des choses vraiment très intéressantes, vraiment très intéressantes. Et puis à Mm. côté de ça, c'est la meilleure façon de flinguer le web, quoi. Hein. Mm. C'est vraiment, c'est assez terrifiant quelque part ce qu'il est potentiellement possible de faire et surtout de s'apercevoir que je vois pas comment les moteurs de recherche peuvent lutter contre. Mm. Donc, Mm. je me suis dit bon, ok, je pense que le SEO, alors c'est pas quelque chose, enfin c'est pas dire que ça m'attriste, mais c'était pas la voie que j'aurais voulu, mais je pense que c'est la voie que ça va suivre avec énormément d'automatisation, avec de l'IA un peu partout. Faut vivre avec son temps, hein, comme on dit. Bien Et sûr. comme c'était pas mon temps à moi, ben j'ai pris une autre voie et évidemment je suis très heureux de ma nouvelle voie aussi. Mm. Mm. Mais beaucoup d'IA, beaucoup de alors, achat de liens. À mon avis, ça va se casser la gueule. Mhm.
parce que les gens vont se rendre compte de pas mal de choses et que je pense que le lien aura de moins en moins de poids. Ouais. Et en tout cas, la sélection des liens sera de plus en plus drastique par les moteurs de recherche. Donc, acheter du lien un peu bidon sur des sites web sans aucune notoriété ou à notoriété artificielle, je pense que ça va pas durer, c'est pas possible. Je le sens pas comme ça en tout cas. Mais oui, beaucoup d'IA, beaucoup d'automatisation, beaucoup de contenu généré par des algorithmes, etc. Voilà, je pense que c'est ça le SEO va s'adapter, hein, le SEO n'est pas mort. Hein. Le SEO meurt chaque jour et tel le phénix renaît le lendemain. Bah, ça, c'est clair. Mais D'ailleurs, j'adore dire ça sur LinkedIn parce qu'en fait, à chaque fois, t'as plein de gens qui font non, c'est pas mort, ah! Et moi, pendant le temps, je dis oui, bah oui, parlez, moi, ça me met en avant. Donc, oui, ouais, non, mais si, le SEO, il est mort des milliers de fois, mais ah, bah oui. il a évolué, hein, bien sûr. Enfin, le SEO tel qu'il se faisait hier n'est plus le SEO tel qu'il se fera demain. Donc, il va évoluer, je pense, beaucoup autour de l'IA. Clairement, je vois pas comment il peut en être autrement. Et donc, bah, bonne longue vie au SEO. Mais sans moi. Non, mais c'est hyper intéressant. Ouais, donc du coup, selon toi, le SEO de demain sera à composer avec l'IA. Et en fait, oui, ce que tu dis, ça rejoint complètement mon épisode que j'ai fait avec Vincent Terrazi. D'ailleurs, on va le mettre quelque part ici, ou bien on va le mettre en commentaire. Enfin, je sais pas. Enfin, bon, en tout cas, on va le mettre quelque part. Mais oui, effectivement, oui, ça fait complètement sens. Et là où je te rejoins, c'est que bah, c'est notamment sur les liens. Si on reprend en fait tout le fil de ce que tu as dit jusqu'à présent, donc tout le fil de tes 30 ans, Google veut avoir un site le plus clair, le plus clean possible. Et comme dirait Paul Sanchez, donner de l'amour à son site. Si tu commences à mettre de l'artificiel, au bout d'un moment, en fait, ça va péter. Donc, effectivement, au tout début, Google connaissait le web grâce aux liens. Mais aujourd'hui, ouais, j'ai l'impression en fait que cette chose a été tellement poussée, ou bien tellement spammée entre guillemets, que je pense que ça va aussi perdre du temps. Enfin, ça va perdre de l'intérêt avec le temps. Et là, pour le coup, tu vois, je te rejoins entièrement par rapport à ça. Et moi, je suis plus de ton école, donc à me dire, je vais faire en sorte d'avoir un contenu qui apporte de la valeur ajoutée, quitte à utiliser l'IA en fait, quitte à utiliser l'IA, mais bon, apporter de la valeur ajoutée, faire en sorte de répondre à l'attention de l'internaute et guider l'internaute vers la réponse qu'il cherche, et surtout avoir un support technique le plus clean possible. Oui, après, je pense que le Black Hat c'est aussi énormément développé, donc le spam, et à presque, aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est normal, mais presque, de faire du Black Hat. Alors qu'à mon époque, hein, c'était des lycéens acnéens, acné juvéniles qui faisaient ça dans leur cuisine. Aujourd'hui, ça s'est professionnalisé. Clairement, il y a des formations, il y a site web, prestations, enfin voilà, puis c'est en noir sur blanc, quoi, hein, sur le web. C'est assez étonnant. Pourquoi pas, hein, je veux dire, moi, j'ai pas de soucis, je m'entends très bien avec beaucoup de Black Hat, mais c'est une tentation pour beaucoup de gens. Ça rend, enfin, qui ont l'impression que c'est facile de faire du Black Hat, ça l'est pas. Et du coup, oui, pourquoi pas du Black Hat, quoi. Sans se rendre compte que, je veux pas dire que c'est illicite, mais ça peut l'être, mais ça l'est pas toujours. Mais on suit pas les règles, et donc ils se rendent pas compte des risques aussi qu'il peut y avoir, des risques qu'il peut y avoir derrière. Après, c'est tes valeurs, quoi. Ouais, voilà, mais je pense que ça va aussi évoluer dans ce sens-là dans les années qui viennent. Là aussi, c'est pas obligatoirement ce que j'imaginais, mais bon, voilà, comme ça. Ok, hyper intéressant. Et après, dernière question avant qu'on termine tranquillement. On a beaucoup parlé d'humain ensemble, on a beaucoup parlé de l'évolution du SEO, mais on a très peu parlé du consultant SEO. Pour toi, mon cher Olivier, c'est quoi un bon consultant SEO? Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse, hein. Déjà, c'est quoi un consultant SEO? Voilà, déjà, voilà, commençons par là. C'est quoi un consultant SEO? Si c'est quelqu'un qui fait du freelance, mais on peut aussi être consultant SEO en agence. Donc, qu'est-ce qu'il fait le consultant? Est-ce qu'il est en régie? Est-ce qu'il intervient sur le site web? Est-ce que il fait un audit? Est-ce qu'il fait un audit et dit voilà, faites ce que je vous ai dit de faire et puis merci, au revoir. En fait,
faudrait définir d'abord ce que c'est qu'un consultant. Je pense que un consultant SEO dans le cahier des charges, je dirais, il y a obligatoirement de l'expérience, hein, parce que le SEO se bâtit sur l'expérience. On peut pas être junior SEO et être consultant sans quelqu'un derrière qui aide, en tout cas, etc. On peut être consultant, mais on peut pas être seul consultant sur un dossier si on est junior, c'est pas possible. Parce que c'est vraiment un métier qui se base sur l'expérience et que c'est les années et les tests et les échecs qui vous construisent en tant que SEO. Donc un bon consultant, quelle que soit sa tâche, je pense qu'il lui faut d'abord une expérience et en fait je pense que lorsqu'il dit quelque chose, il comprend ce qu'il dit. Et alors ça a l'air con comme ça, mais je vois tellement, et j'entends et je lis tellement de choses où je me dis, mais il ne comprend même pas ce qu'il écrit. Ou elle, hein. Il ou elle, hein, c'est pas une question de genre. À partir du moment où il y a 2-3 mots techniques, ça y est, c'est bon. Oui, voilà, où j'ai lu ça, où j'ai entendu ça, j'ai machin, où je le ressors. Mais non, c'est si je le dis, si je l'écris, je sais pourquoi je le dis, je sais pourquoi je l'écris. J'ai peut-être raison, j'ai peut-être tort, hein, ça on sait pas, mais je sais pourquoi je le dis ou je l'écris. Et ça, c'est pas toujours le cas, hein, loin de là même. Et ça, c'est l'expérience qui le donne, hein, ou c'est les tests, c'est les heures de vol, hein, clairement. Et je pense qu'un bon consultant, c'est un consultant qui réfléchit à ce qu'il dit, à ce qu'il écrit, et qui n'écrit et qui ne dit que des choses dont il est persuadé, parce que derrière il y a un background et il y a une expérience. Voilà. Là, je pense que, et encore une fois, ça peut ne pas marcher, hein, bien sûr, hein, bien sûr. Mais voilà, on raconte pas des trucs dans le vent, des trucs pour raconter quelque chose, quoi. Ça et c'est souvent le cas, malheureusement. Ah bah ça, c'est clair. Donc un bon consultant SEO, et ça va être un peu le mot de la fin, c'est une personne qui sait ce qu'il dit et qui a un peu d'expérience, enfin qui a l'expérience, qui a déjà craché entre guillemets certaines recos pour comprendre en fait pourquoi il fait les choses et pourquoi il avance d'une certaine manière. Ouais. C'est pas en répétant ce qu'on a lu, ce qu'on a écrit, ou ce qu'on a lu, ou ce qu'on a entendu qu'on est un bon consultant. On est un bon consultant parce qu'on a testé et on sait de quoi on parle. Waouh. Eh ben, écoute, du coup, je vais même pas ajouter quelque chose. Je pense que c'est parfait comme mot de la fin. Olivier, waouh. Merci en tout cas pour toutes ces pépites que tu nous as données. Et je reviens sur ce qu'on s'est dit en tout début d'interview. Ça se voit que tu aimes partager. Ça se voit que tu aimes retransmettre tout ce que t'as appris, toutes tes expériences. Et franchement, par rapport à tout ce que tu as fait, par rapport à abondance.com, qui est le site référence de l'actu SEO France, et par rapport à tes livres qui sont les livres SEO, les livres de référence pour commencer à comprendre le SEO, je pense que tu as bien mérité une retraite. Tu l'as bien mérité. Oui, retraite SEO en tout cas. Retraite SEO, voilà, retraite SEO, parce que ce n'est pas ta retraite. D'ailleurs, je voudrais juste mettre un petit mot à Cozy, hein, qui a repris Abondance et mon activité, formation, voilà. etc., qui fait du très bon boulot depuis un an. Cozy, c'est pour vous. Laura Blanchard, d'ailleurs, j'en profite pour faire un petit dédicace. Laurent Blanchard, t'attends pour venir sur Biscayne. Voilà. Petite parenthèse fermée. et un petit bonjour aussi à Daniel Roch, hein, qui a déjà repris un de mes livres, ouais. le SEO en 500 questions. J'espère que je vais le recevoir bientôt parce que il est sorti de l'imprimerie il y a pas longtemps. Ouais. Et les autres livres qu'il va reprendre aussi, qu'il va mettre à jour, etc. Donc voilà, tout ça étant de très bonnes mains. Et c'est bon parce qu'on a parlé de toi avec Daniel Roch. Je l'ai interviewé il y a 2-3 jours au moment où j'enregistre. Alors je sais pas si l'épisode va sortir après ou avant toi, je sais pas trop. Effectivement, on va en parler de toi et c'est marrant, je vais faire du ménage interne entre vous deux. Donc maintenant, je peux scénariser mes bandes dessinées tranquilles, sans problème, et l'esprit serein sur tout ce qui se fait, tout ce que j'ai fait étant de bonnes mains maintenant. Et justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus, maintenant de ta nouvelle activité de scénariste? En fait, j'ai mené une double vie pendant 25 ans. Quoi? Ouais. Il n'a pas été filé le SEO? Qu'est-ce que c'est que ça, Olivier? je faisais du SEO en activité principale, bien sûr. Ouais. Et j'avais une activité dans la bande dessinée depuis 99 à peu près.
en écrivant des livres sur Astérix, sur Uderzo, Goscinny, tout ce petit monde. Et en fait, j'ai eu l'occasion d'écrire des scénarios pour la série Is No Good, hein, en 2021, et puis ça s'est enclenché. J'ai rencontré les gens de la revue Pif Gadget. Alors ça parlera peut-être à pas mal de quinquas et autres. Moi, je connais. Moi, je suis né au moment où Pif commençait à se terminer. Donc, moi, je connais. Voilà. Les premiers Pif, c'était en 69. Et puis après, voilà, il y a plusieurs versions, etc. Bref, actuellement, il y a une nouvelle version qui est à son numéro 15. Et donc j'ai scénarisé une série, puis 2, puis 3, puis là, dans le numéro 15 qui sortira en juin, je crois. C'est juillet. Je scénarise 8 séries dans le magazine Pif Gadget, plus maintenant une activité en auto-édition. Ok. Qui est vraiment une activité très intéressante. On est notre propre éditeur. Donc Seximol, la revue, c'est le magazine, la BD Seximol. Je dois en avoir. Bah ouais, on va montrer tout ça. Seximol, voilà. Bien joué. Avec les goodies Seximol. Voilà. Seximol et qui est sorti au mois de mars, mars-avril. Qui marche bien, on est très content, avec Baba au dessin, et Bruno Citruny à la couleur. Et là, mardi donc 14 mai, je lance un nouveau projet donc qui s'appelle Jeff Mistral, donc un détective privé dans les années 60 avec toute une histoire autour d'une expérience de mort imminente, etc. Avec Alain Julier au dessin et Claire Dumas à la couleur. Voilà, et un album qui sera disponible pour la fin de l'année, pour Noël. Donc, il faut contribuer. Allez sur Ulule, Jeff Mistral, mais bon, vous trouverez tout ça sur mes réseaux sociaux aussi. C'est lancé très prochainement. Je pense que quand cette vidéo sera publiée, ce sera en ligne. Et voilà, plein de projets. Donc moi, je scénarise, je raconte les histoires, j'écris les dialogues. Après, il y a un dessinateur qui dessine et une troisième personne qui met en couleur les albums. Et en auto-édition, on s'occupe de tout ce qui est imprimerie, distribution, tous les métiers du livre. C'est très intéressant, très formateur. Franchement, honnêtement, Olivier, enfin, déjà tu le mérites. Bravo. Franchement, bravo pour tout ça, tu le mérites. Et surtout, en fait, moi, je trouve que ton parcours est hyper inspirant parce que dans tout ce que tu as fait, que ce soit dans le SEO, que ce soit dans tes livres que tu as écrits, dans les conférences que tu as données, et même, en fait, dans cette activité-là, moi, je trouve qu'il y a toujours une valeur, en fait, qui ressort à chaque fois. C'est la transmission, tu vois. Oui, toujours. Faire ce que je kiffe, transmettre, tu vois. Et je le vois dans ton parcours SEO, là, je le vois en fait dans ce parcours que tu fais en tant que dessinateur, en tant que dessinateur et en tant que auto-éditeur. Et franchement, moi, je trouve ça hyper inspirant. Et je pense on doit même s'inspirer du SEO que tu es, que de l'être humain qui est derrière. En tout cas, moi, tu m'inspires énormément parce que là, je suis en train de marcher sur tes pas. Donc, c'est bien. Et la transmission, c'est essentiel. D'ailleurs, ça fait quelques années que je fais des scénarios de bande dessinée, et je suis en train d'écrire un livre sur comment écrire un scénario de bande dessinée. Rien à faire, le verre est dans le fruit, il y a voilà, c'est comme ça. J'ai envie de transmettre, en tout cas, comment écrire un scénario de bande dessinée, mais comment les grands scénaristes, les Goscinny, les Charlier, les Greg, les Covin, etc., tous les grands scénaristes de bande dessinée, comment ils fonctionnaient, comment ils travaillaient, et quelles étaient leurs méthodologies d'écriture de scénario. Voilà. Waouh. Voilà. Et je m'y connais pas en scénario de BD comme en SEO, mais connaissant l'humain qu'il y a derrière, connaissant maintenant l'humain qu'il y a derrière, ça ne peut être qu'une franche réussite. J'espère, on verra. on verra. Mais c'est très amusant à faire, en tout cas. C'est important. Et éclate-toi, Olivier, éclate-toi parce que tu le mérites. Tu le mérites à fond. Et d'ailleurs, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour compléter ce podcast? Pardon? Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour compléter tranquillement notre épisode? De continuer à faire des choses que j'aime. Tout simplement.
Et tout C'est déjà bien, hein, c'est beaucoup, hein. Bah, c'est déjà énorme. C'est C'est déjà un vrai énorme. privilège, hein. Ah bah ça c'est clair parce qu'il y en a pas beaucoup qui du coup qui font comme toi. Et je te souhaite vraiment de kiffer ta vie et En de fait, continuer à ouais, faire j'ai vraiment eu la chance enfin, j'ai encore la chance d'avoir deux métiers passion, quoi, hein. J'ai ouais. une grande passion pour le SEO et ça a été mon métier pendant 30 ans. J'ai aussi la passion de la bande dessinée et ça, c'est mon nouveau métier pour peut-être les 30 prochaines années, j'en sais rien. Mais voilà, quelle chance et quel privilège et j'en suis conscient tous les matins en me levant d'avoir pu allier mes passions et mon activité professionnelle, clairement. Est-ce que là n'est pas là le clé du bonheur? À savoir de te Aussi, lever en te disant waouh. et avoir un bon potager. Ah. Olivier, on va très bien s'entendre toi et moi parce que moi aussi je suis en train de faire un petit D'ailleurs, potager moi aujourd'hui. D'ailleurs, la lune est favorable ce week-end pour planter les fleurs. Donc, voilà, le potager, ça a été fait hier parce que je fonctionne avec la lune pour mon potager maintenant. Merci à ma fille qui m'a initié à pas mal de choses. Et puis voilà, avoir un bon jardin, cultiver son jardin, hein, c'est important. Et donc potager, des fleurs, un peu de soleil, et être bien entouré, et la vie est belle. Voilà, tout simplement. Mm. Tout simplement. Olivier, franchement, merci beaucoup. Encore une fois, merci de m'avoir accordé ce temps. Merci d'être passé sur Bizcarp. Alors, encore une fois, c'est un honneur vraiment pour moi de t'accueillir. C'est aussi un honneur d'avoir échangé avec toi pendant ces 1h20, d'avoir tracé toute ta carrière, mais aussi toute l'évolution de l'ICO. Franchement, j'ai appris énormément en faisant cet épisode avec toi. Et je te souhaite vraiment tout le meilleur parce que tu le mérites amplement. Et j'espère t'en croiser très bientôt, que ce soit chez toi à Strasbourg ou bien dans un salon SEO. Bon, en tout cas, j'espère te retrouver, ou bien même à la Fnac, voilà, qui sait, ou bien même à la Fnac. Voilà, en tout cas, j'espère te recroiser très très rapidement. Ok, avec plaisir. Prends soin de toi, Olivier, je te dis à bientôt. Merci pour ton invitation. Merci à toi, allez, salut, ciao. Ciao.